Bonjour à tous, ou plutôt Chuganabila, comme on dit à Okinawa. Comme tous les lundis sur cette chaîne, on va parler d'arts martiaux okinawanais. Bon, des fois on parle aussi de culture japonaise, ou de langue okinawanaises, ou de langue japonaise. Non, aujourd'hui vraiment, on va parler d'arts martiaux et de karaté en particulier. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses, toujours les mêmes, vous les avez déjà devinées. Mettre le pouce en l'air, s'abonner et partager. On va aujourd'hui se demander pourquoi le karaté uechi ou Panga-Uinun est parfois considéré comme étant resté un karaté originel. Avant ça, bien sûr, un petit disclaimer, ou plutôt un avertissement, c'est tellement mieux de parler français. Ce n'est bien entendu pas moi qui emploie le terme, le qualificatif d'originel concernant le karaté uechi. C'est souvent ce qu'on lit ou c'est ce qu'on entend à son sujet. Par exemple, il y a encore ça fait plus de 10 ans, on remarque maintenant, voire 20, quand il y avait des démonstrations des frères Shinjo à Bercy, le commentateur de Paris Première, enfin plutôt le spécialiste, celui qui était, comment on dit, un intervenant, parlait de karaté originel. Okay, non, moi parler d'originel, j'aime pas, puisque originel renvoie aux origines et il faudrait savoir ce que c'est que les origines. Mais je comprends très bien ce qu'on veut dire par là et on va justement voir tout ça. Comme vous le savez, il y a peu, ça fait quand même quelques semaines, j'étais en stage à Paris, je donnais un stage à Paris. Oui, puisque bien sûr, hormis de faire des vidéos, je fais aussi des stages, puisqu'il faut joindre les deux. Il faut bien sûr faire de la théorie, il faut parler devant la caméra, et puis il faut aussi aller au contact. C'est comme ça qu'on fait, il faut mettre les mains dans le cambouis. À l'occasion d'exercices assez simples, des choses sur saisie, ou des défenses, des contre-attaques effectuées à main ouverte avec par exemple là les griffes du dragon, ou plus ici avec en forme donc de la grue, ou des choses qui évoquent le tigre. Certains m'ont dit « Oh mais qu'est-ce que c'est que ce karaté ?» C'est vraiment un karaté qui est très différent de ce dont à quoi on est habitué, c'est-à-dire en France, bien le karaté Shoto et puis un peu de karaté Shito. C'est vraiment très différent. On a l'impression qu'on fait le karaté d'autrefois, le karaté des origines. Et puis il y avait la question qu'elle est avec, mais alors pourquoi est-ce que le karaté a tellement changé? Pourquoi le karaté qu'on fait maintenant de façon majoritaire, on va rester sur la France, sur le monde francophone, pourquoi ce karaté est-il si différent de ce qui existe encore dans la pratique uechi, dans la pratique Panga-Uinun, mais on pourrait même aussi aller jusqu'à la pratique Goju, la pratique Narate. Car selon ces personnes, quand ils comparaient ça à ce qu'on faisait durant mon stage, dans leur karaté, dans ce qu'on trouve en France communément, il n'y a pas de coup de vis, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'amener au sol, et de façon plus étendue, puisqu'on a aussi vu ça pendant le stage, tout ce qui est lié à la pratique de la santé, tout ce qui a attrait au souffle, tout ça, selon eux, c'est pas moi qui le dis, dans le karaté actuel, ça n'existe pas ou ça n'existe plus plutôt. C'est donc cette question-là surtout qui est importante. Pourquoi est-ce que l'ensemble du karaté a changé et pourquoi le karaté uechi Panga-Uinun n'aurait pas changé? Et c'est bien pour ça que j'emploie le conditionnel, car selon moi, il a quand même changé. Alors on va essayer de répondre à cette question dans les minutes qui suivent, en voyant que, bien entendu, il y a une raison, qu'il y a des causes à cette situation. Tant qu'on est encore au début de cette vidéo, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vraiment apprendre en profondeur ce qu'est le karaté uechi, revenir sur les pérégrinations d'Uechi Kambun dans le sud de la Chine, sur ce qui a motivé son choix d'enseigner à partir des années 20 à Wakayama, bien tout ça vous l'avez dans Karaté Kobudo à la source, qui est un peu mon bébé, que vous trouvez chez les bons libraires, chez Play Budo Store par exemple. Soutenez vos libraires, sinon vous le trouvez aussi bien sûr sur Amazon. Vous le savez maintenant depuis que vous me suivez sur cette chaîne, et vous le saviez peut-être déjà avant, le karaté qu'on pratique majoritairement en France, en Belgique, en Suisse, c'est le karaté qui vient de la métropole, lui-même qui vient du karaté okinawanais, qui avait été formaté par Itosu, mais pas que. Il y avait aussi Higaonna Konryo. C'était le Gakko karaté. C'était un karaté réformé, un karaté modernisé, justement parce que Okinawa était dans l'époque moderne. Et ça a encore continué dans les années 30, les années 40, mais plus les années 50, quand le karaté s'est vraiment développé à la métropole japonaise. On s'est inspiré du judo, qui lui venait du jujutsu, et du kendo, qui venait du kenjutsu. Dans les deux cas, on avait retiré les éléments dangereux.
Donc pour le judo, on avait retiré tout ce qui était étranglement. Et puis dans le cas du kendo, c'était très simple, on avait un shinai, donc un sabre en bambou, au lieu du vrai sabre, donc le sabre métallique qui coupe, qui tranche, qui tue. Le karaté voulait également prendre cette voie, retirer tout ce qui était un peu trop dangereux, donc c'est-à-dire les techniques à main ouverte, pour donner des choses systématiquement où on utilisait les poings serrés, ce qui ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas les poings serrés non plus dans le karaté okinawanais classique, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et également d'autres techniques, tout ce qui était communément les techniques au parti, les attaques sur les points sensibles et tout ce qui était aussi amené au sol, projection. Tout cela fut confirmé en 1936 à Okinawa avec la fameuse réunion des maîtres okinawanais. Durant le même temps, et encore plus dans les années 50-60, à la métropole, donc c'est-à-dire Tokyo d'un côté et Osaka de l'autre, c'était vraiment les deux cœurs du développement du karaté à la métropole, le public, les pratiquants, étaient des universitaires. C'était des jeunes gens qui avaient entre 18 et 22 ans, un petit peu plus, ça arrivait de redoubler. Ces jeunes, c'était pas vraiment des bagarreurs, c'était pas des jeunes qui étaient dans le milieu de la rue. Non, c'était entre guillemets des riches, c'était des fils d'eux, car, je vous le rappelle, la fac au Japon, ça coûte cher, et ça a toujours coûté cher. Il fallait avoir les moyens pour faire des études universitaires qui duraient 4 ans. Forcément, on n'était pas un fils de pêcheur ou un fils d'ouvrier pour aller à l'université. Non, c'est que déjà la famille avait des moyens, donc si la famille avait des moyens, c'est qu'on était d'un certain niveau social et par définition, on n'était pas quelqu'un qui se battait tout le temps. À côté de ça, le public de Funakoshi était également composé de peintres, d'artistes, d'intellectuels. Donc une fois de plus, pas des personnes qui sont versées vers le combat brutal de la rue. Le karaté Uechi Panga Wignun était totalement différent. Vous le savez, il est arrivé à la métropole à partir de 1926. Et entre 1926 et 1932, c'était une pratique communautaire qu'on peut comparer à ce qui existait en France dans certains milieux, on va dire liés à la Chine, sud-est asiatique, où quand diverses méthodes, divers systèmes de combat sont arrivés, c'était d'abord réservé aux personnes de la communauté. C'était aussi ça pour le Krav Maga. Le Krav Maga était comme ça resté dans le milieu juif en France, puisque les Français d'origine juive voulaient pouvoir se défendre contre les agressions antisémites, il faut dire les choses comme elles sont, et ils avaient donc cette méthode de défense, cette self-défense qui avait été développée en Europe centrale. Mais revenons sur le karaté Uechi. Il avait donc été développé, appris en fait en Chine par Uechi Kambun, vers 1900 pour faire simple. La Chine, vers 1900, c'était pas le Japon à la même époque. C'était une société extrêmement troublée. Qui dit une société troublée dit une société extrêmement violente. Déjà, le karaté, c'était pas du karaté, c'était du kung-fu qu'il avait appris, Uechi Kambun, c'était du wushu. Ce qu'il avait appris dans le sud de la Chine, dans le Fujian, c'était forcément beaucoup plus tourné vers, on va dire, le combat, vers l'autodéfense. Avec ce que cela implique en termes, bien justement, de coups de vis, de techniques pour se débarrasser d'un adversaire qui en veut à l'intégrité physique de sa victime. Donc vous voyez, le milieu du karaté Uechi, c'était ça. Alors vous allez me dire, oui, c'était comme à Okinawa. Oui, mais quand ça s'est développé à Wakayama, puisque c'était là, le Uechi Kambun, dans les années 20, les années 30, c'était dans un milieu prolétaire, c'était dans le milieu de la filature, puisque Uechi Kambun travaillait dans une filature, comme beaucoup d'autres okinawanais, pour gagner sa vie. C'était le milieu des ouvriers, donc un milieu totalement différent de ce que je vous disais il y a quelques minutes concernant le milieu du karaté, que ce soit le milieu de Funakoshi Gichin à Tokyo ou de Mabuni Kenwa à Osaka, qui était composé d'étudiants. Et avec Gichin, c'était, je vous l'ai dit, tous ces intellectuels en plus. En 1932, il y a eu un changement. Le karaté Uechi, le karaté Panga Wignun, n'était plus seulement réservé à la communauté okinawanaise de Wakayama, il s'est ouvert à tout le monde. N'importe qui pouvait pratiquer ce karaté. Mais le pli était pris, si je peux dire. C'est comme ça un karaté qui était donc destiné à l'autodéfense, tourné aussi vers la santé, puisque c'est comme ça qu'on fait en Chine, d'où venait Uechi Kambun. Et contrairement aux autres maîtres, aux autres experts de cette époque, Uechi Kambun n'a pas commencé à enseigner à l'université. Son fils, qui l'épaulait, qui a commencé à enseigner à Osaka par exemple,
De la même façon, il n'enseignait pas à l'université, il enseignait vraiment aux gens de la rue, à monsieur, madame tout le monde, même si c'était plutôt monsieur et monsieur tout le monde. À partir des années 50, les Uechi sont rentrés à Okinawa. Là, ils ont commencé à développer leur karaté auprès d'un public de soldats des États-Unis, les GI états-uniens qui allaient se faire trouer la peau d'abord durant la guerre de Corée, puis par la suite durant la guerre du Vietnam. Encore une fois, ce n'était pas non plus des enfants de cœur, ce n'était pas des étudiants qui étaient là pour transpirer ou pour éviter d'aller en cours, mais qui de toute façon, au bout de 4 ans, allaient rentrer dans une vie tout à fait normale dans la société japonaise, bien cadrée, bien normée. Ces jeunes soldats des États-Unis, qui savaient sans doute qu'ils allaient y rester, eh bien, cette pratique qui comportait, je le dis, tous ces coups de vis, tout ce qui était lié un peu vraiment à la bagarre au rentre-dedans, même si on le sait, ils allaient faire la guerre, ils n'avaient pas besoin en fait du karaté uechi pour aller faire la guerre, ils avaient des armes pour ça, bien entendu. Mais ça rentrait dans un état d'esprit qui leur correspondait. À la même époque, dans les années 50-60, à la métropole, je vous le disais, le public du karaté était encore et toujours les étudiants. Il suffit de savoir que tous les jeunes maîtres qui venaient, qui étaient dépêchés par la JKA, invités par Henri Play en France, bien, c'était tous des jeunes qui sortaient de l'université de Takushoku en particulier. C'était aussi Waseda quand on pense à Harada ou à Oshima. Encore une fois, rien à voir avec les gens de la rue, avec les ouvriers, avec les soldats des États-Unis. Vous voyez, durant 30 années, les années 20, les années 30, les années 50, on nommait les années 40, c'est normal, c'était la guerre. Le karaté qui a donné naissance ensuite à ce qu'on a connu nous en France et le karaté uechi ont connu un développement totalement différent parce que leur milieu était totalement différent et les circonstances dans lesquelles ils se sont construits étaient également différentes. On en arrive à la fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas, laissez un commentaire là juste en dessous pour me dire ce que ça évoque pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu wa Kunichi Juku.